Voilà, c'est parti pour ce ZCL News du 18 novembre 2020. Bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous aurons, comme chaque jour, plein d'invités. On va commencer tout à l'heure avec Marie-Luce Panchard. Bonjour. Bonjour. Elle est deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe. Elle est présidente du conseil de surveillance, c'est bien ça? Du Grand Port Maritime. Du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. On l'aura tout à l'heure avec nous. Lydia Alexandre depuis Haïti. Nous ferons un petit point sur le 18 février, qui est une date importante dans l'histoire d'Haïti. On en parlera dans un instant. Fred, il vient de sortir un dernier album, admirable, comme son nom l'indique d'ailleurs. Il n'a pas voulu. Mélissa Adouane vient de parler de théâtre, et puis José Turlepin et Martine Fazio, seront ensemble pour la rubrique culturelle. Voilà, la barque est bien chargée, comme tous les mercredis, et nous sommes contents d'être avec vous. Dans l'actualité, le point Covid qui a été fait hier, tout doucement, ça commence à s'améliorer, mais enfin, attention, gardez vos gestes barrières et vos masques. Point météo, est-ce que ça va se calmer toutes les pluies ces jours-ci? On va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a un atelier de développement personnel organisé par le Pôle emploi pour la CEF avec Stan Manico qui était là. Et puis, rencontre avec les frères Wally, des Guadeloupéens qui ont inventé un système d'horlogerie de montre de haut niveau. On en parle tout à l'heure avec le reportage de Stan Manico. Voilà, tout est dit. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Martinique, en France, à La Réunion, à Mayotte, à nous regarder. Et bien sûr, en Guadeloupe, vous êtes sur Canal 10. Et nous sommes contents de vous recevoir tous les midis dans l'émission la plus regardée à cette heure-là. Alors, je disais qu'on reçoit l'ancien maire de Basse-Terre, Marie-Luce Panchard, qui est tout de même deuxième vice-présidente de la région. Elle est aussi au port autonome. Marie-Luce Panchard, rebonjour. C'est dur d'être dans l'opposition qu'on a été maire? Non, je considère que c'est normal en démocratie. Il faut une majorité, il faut une opposition. Et puis, ça a été une très belle expérience pour moi d'être maire de Basse-Terre, d'occuper un poste de responsabilité où vous êtes en proximité avec une population. Et je crois que cette période a été pour moi très enrichissante et m'a permis de tirer beaucoup d'enseignements. Et il ne suffit pas d'occuper une fonction pour être au service de son pays. En tout cas, aujourd'hui, je continue de m'impliquer fortement pour la Guadeloupe, pour le développement de la Guadeloupe que j'aime. Et donc, ça ne m'empêche pas de poursuivre la mission qui est la mienne et qui a toujours été celle de vouloir servir ce territoire qui en a surtout grand besoin quand on voit la crise sanitaire qui est en train de déboucher sur une crise économique et voire une crise sociale. Alors, justement, la question qui se pose, c'est de savoir quel héritage vous avez laissé à M. Attala. Les choses sont connues. Monsieur Attala a été conseiller municipal d'opposition. Je n'ai rien caché. J'ai toujours joué la transparence. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous savez dans quelles conditions j'ai été élue. J'ai annoncé très rapidement qu'il y avait une situation financière préoccupante, puisqu'il y avait un déficit d'1,5 million à l'époque. J'ai fait régulièrement des conférences de presse. J'ai expliqué les recommandations de la Chambre régionale des comptes. J'ai montré quelle était la feuille de route que j'entendais mettre en place pour tenir cette ville et éviter un dérapage. Donc, il n'y a aucune surprise. Monsieur Attala ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a caché quoi que ce soit. Et d'ailleurs, lui-même, il a reconnu qu'il n'y avait pas besoin de faire un audit parce que moi, j'ai toujours placé mon engagement politique dans un rapport de vérité avec mes concitoyens, avec mes compatriotes. Donc, il n'y a rien à rechercher. Tout est sur la table, tout a été dit. Je souhaite simplement pour Basse-Terre qu'on tienne le cap parce que ça peut basculer très facilement si on se laisse... Basculer vers... On peut aggraver le déficit très facilement. Oui. Je dis, en moins d'une année, vous pouvez le doubler si effectivement vous n'avez pas le souci de réduire fortement les dépenses publiques. Et d'ailleurs... je laisse le temps au temps, mais je suis très inquiète quand on me dit qu'on va créer un centre culturel. On sait par définition, ce sont des équipements publics qui sont déficitaires. Donc, ça va venir aggraver le budget de fonctionnement de la collectivité. Or, on sait qu'il n'y a aucune marge de manœuvre sur le budget aujourd'hui de la ville de Basse-Terre. Et donc, il faut trouver les voies et moyens pour continuer cette politique d'investissement en s'appuyant sur d'autres collectivités, ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma mandature avec la région Guadeloupe. Alors, j'ai envie de revenir avec vous sur votre élection. J'ai comme le sentiment que vous avez été, entre guillemets, je dis bien les guillemets, trahi par deux femmes. En politique, je parle pas de trahison parce que j'ai le sentiment qu'après... Desservi alors, desservi. Écoutez, chacun fait son choix. Aujourd'hui, on a voulu faire croire aux Basse-Terriens que le changement, c'était l'équipe de bâtir ensemble avec André Attala.
C'est pas ça le changement, et j'ai eu l'occasion de l'écrire dans une tribune. Il faut faire attention. Je pense que la rupture et le changement est arrivé en 2014. Certes, j'ai été élue sur une liste, mais ma façon de gérer la ville était complètement différente par rapport aux années antérieures. J'ai tout de suite mis en place des outils de développement tels que le plan local d'urbanisme qui n'existait pas. J'ai essayé de rationaliser les dépenses publiques. Donc la rupture, elle était là. Et on a essayé de faire en sorte, pour avoir le pouvoir, de me faire porter 25 ans de gestion qui n'était pas la mienne. Et ce qui est... C'est pas une histoire de filiation, j'assume parfaitement. Votre mère, quand même. Mais on ne le dit pas quand c'est quelqu'un de votre majorité. Il y a toujours cette question d'héritage. Mais l'héritage, on le subit. Tout le monde, Monsieur Attala, subit l'héritage de Marie-Luce Panchard et de Lucette Michaud-Chevry et de Jérôme Cléry. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il fait différemment et qu'il peut réussir pour la ville. Puis quand on regarde un peu les personnes qui sont en responsabilité, est-ce que vous pensez que Monsieur Gendré représente le changement, l'avenir? Est-ce que vous pensez des gens qui ont été à côté de Lucette Michaud-Chevry pendant 25 ans représentent aussi cette rupture? Parce que moi, je n'ai pas été dans la majorité de Lucette Michaud-Chevry avant 2014, alors qu'on voit des personnalités comme Monsieur Mir qui ont marqué déjà leur passage en responsabilité, et ce n'est pas un message d'espoir qu'on envoie lorsque, en plus, on se rend compte que les pratiques sur le plan politique, ce sont des pratiques d'arrière-garde, en fait, d'un entre-temps. Et j'attends toujours cette démocratie participative, j'attends toujours d'avoir une vision, une feuille de route. Et lui-même, il dit que les agents sont inquiets au niveau de la municipalité parce qu'ils veulent connaître leur feuille de route, quels vont être demain les prochains chantiers pour cette ville. En tout cas, bon, moi j'ai fait ce que je pouvais, au mieux. Je pense que les Bassériens, à un moment donné, feront la différence. Je leur laisse avec leur conscience, et j'espère qu'à un moment donné, ils sauront apprécier que le travail qui a été le mien pendant toutes ces années n'a pas été inutile. Hier, je recevais Madame Annou Chamouron, et je lui posais la question à savoir, est-ce que le Parti socialiste était devenu de droite, ou est-ce que la droite était passée au Parti socialiste, puisqu'elle a été soutenue par l'UREL, et Mme Pétro est passée chez les socialistes. Alors, peut-être que les Guadeloupéens ont besoin de bien comprendre comment vous interprétez ces valses, ces hésitations. C'est décevant pour l'image que nous renvoyons de la classe politique, parce qu'il n'y a plus de débat d'idées. Il n'y a plus d'échange sur de vraies convictions politiques. On a le sentiment qu'il y a des alliances qui sont liées plutôt à une question d'opportunisme par rapport à une recherche de responsabilité, de reconnaissance. Et je pense que le citoyen aspire autre chose de sa classe politique. Je lisais tout à l'heure un article qui avait été fait par un jeune et qui posait même la question de se dire, avant d'être maire, avant d'occuper certaines responsabilités, il faudrait vérifier l'aptitude pour pouvoir s'assurer qu'on n'a pas en face de nous une équipe qui sera en grande difficulté, et ça crée beaucoup de désillusion. Et le fait que vous créez de la désillusion auprès de la population ne croit plus en sa classe politique, ne croit plus en les élus. Or, la population a besoin de ces élus, parce que ce sont les élus qui peuvent mettre en place... Oui, mais elle n'a pas besoin d'étiquette nécessairement, la population. Mais à ce moment-là, il faut le dire. Il ne faut pas revendiquer des valeurs au nom d'un parti socialiste. D'ailleurs, on ne sait même plus où sont ces valeurs quand on voit qu'il n'a plus de parole au plan national. Et dire qu'on rejoint un parti pour gagner une élection sans pour autant expliquer ce choix. Ça peut être, à un moment donné, on peut vouloir avoir un consensus, mais c'est sur un projet. C'est sur un programme, c'est sur une vision, c'est pour une période. Mais tout ça doit être dit en amont. Aujourd'hui, je pense que les Guadeloupéens ne sont pas dupes. Ils se rendent compte que ces choix, ce sont des choix strictement dictés par un certain opportunisme de ces personnalités. Et on parle de renouvellement. Je dis, ce type de renouvellement, je crois qu'on n'en a pas besoin. On a plutôt besoin d'hommes et de femmes avec des convictions, avec une colonne vertébrale, sachant effectivement ce qu'ils souhaitent,
qu'il présente un projet, une vision, comment il voit l'avenir de la Guadeloupe. On a des lois qui vont être débattues au Parlement, notamment la loi 4D, diversité, différenciation. Comment nous nous posons par rapport à ça? Est-ce qu'on considère que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller autre part? C'est ça qu'il faut faire pour les Guadeloupéens. Le reste, ça ne m'intéresse pas et je laisse chacun au gré de ses choix. Si je pose la question quand même précisément, où est-ce qu'on peut vous situer politiquement aujourd'hui? On sait que vous avez été dans le gouvernement Sarkozy, etc. Vous avez évolué depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, politiquement, vous avez une étiquette ou alors vous êtes simplement une Guadeloupéenne? Moi, je suis avant tout une Guadeloupéenne parce que les étiquettes politiques, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, c'est vraiment du sens. Donc, ces personnes qui se revendiquent appartenant à un parti politique, on voit bien que l'élection... Vous n'avez plus aucune carte? Moi, je ne suis adhérente nulle part. Même pas au GUSR? Je ne suis pas adhérente au GUSR. Oui, et c'est pas voilà, prévu, vous savez, je ne suis pas adhérente au GUSR. Je travaille dans une équipe régionale. Oui. J'ai une sensibilité. Je me classifie plutôt comme quelqu'un qui a une fibre sociale et qui croit à l'économie de marché. Oui. Donc, je pense qu'il faut laisser... C'est compatible. C'est compatible. Je pense qu'il y a des modèles économiques qui ont fonctionné, notamment à un moment donné au niveau de la Grande-Bretagne. On a vu des hommes politiques qui ont porté ces positions. On peut faire de l'économie. On ne doit pas opposer économie et sociale. Je pense que là-dessus, ce sont des sujets qui m'intéressent et je trouve tout à fait ma place dans l'équipe régionale parce que ce qui importe, c'est d'abord respecter les idées des personnes et de travailler pour qu'ensemble, en fonction de sa sensibilité, on puisse faire avancer les dossiers. C'est ça. Les périodes où on avait des grands débats idéologiques, je pense que c'est un peu dépassé. Et vous l'avez vu, l'élection présidentielle est venue bouleverser complètement ce schéma qu'on a connu pendant plus de 50 ans. On fait référence au général de Gaulle. Vous-même, est-ce que vous pouvez cataloguer le général de Gaulle? Donc c'est très compliqué. Oui. Donc parce qu'il est arrivé, oui, mais il est arrivé à une époque qui est une époque après une crise. Et donc on voit bien qu'après une crise, il faut rechercher plus un consensus, une continuité, une stabilité pour avancer. Et les questions, notamment qui concernent le quinquennat, montrent que peut-être un seul mandat de 5 ans n'est pas suffisant pour un président de la République pour poser une vraie politique. Et d'ailleurs, le débat revient là-dessus. Donc, on voit bien qu'il faut du changement, il faut de l'alternance, c'est bon en démocratie, mais ce qui importe, c'est ne jamais perdre le sens de l'action politique, c'est-à-dire le projet, les idées, et voir en fonction des périodes, qu'est-ce qui est mieux, est-ce qu'il faut changer pour effectivement avancer sur les valeurs. Ça a été le cas avec François Mitterrand qui a permis cette grande réforme, notamment l'abolition de la peine de mort, par exemple. Ça a été une avancée, mais en même temps, il a fallu des périodes de grande stabilité pour que sur le plan économique, nous puissions poser un certain nombre de choses avec l'époque de De Gaulle, de Pompidou, où la France était un pays prospère. Vous citez pas Sarkozy. Sarkozy a fait beaucoup, mais moi je dis pas suffisant. C'était pas suffisant son mandat. Il n'a pas eu le temps parce qu'effectivement les 2 premières années, quand vous prenez son quinquennat, les 2 premières années, il pose ses réformes, mais il n'a pas pu aller au bout puisqu'il subit une crise économique en 2008 qui vient bousculer. Il a pu pousser un certain nombre de réformes, mais pas jusqu'où il pouvait le faire puisqu'il y avait cette crise. Et regardez les difficultés du président actuel, puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à poursuivre la réforme des retraites qui est nécessaire. Depuis sa prise de fonction, le président fait face à des crises successives entre les gilets jaunes, entre la crise sanitaire, la crise économique. Ce matin, les autorités de Bruxelles le rappelaient à l'ordre, notamment par rapport à la dette française qui devient inquiétante. Donc un président ne peut pas, en si peu de temps, mettre en place son programme, sachant que déjà, dans un an, il faut qu'il envisage de faire son bilan et, s'il souhaite se présenter, proposer un nouveau challenge aux Français. Donc, cette question de durée, c'est pour ça que je disais très clairement, il ne faut pas vouloir renverser la table à tout prix. Il faut bien réfléchir à 2 fois. Et vous parlez de risques forts de désillusion. Oui, des illusions très fortes, et ça détourne le citoyen.
de l'action publique. Oui. Ça lui détourne complètement. Et c'est là qu'on peut voir apparaître des expressions telles que l'expression des Gilets jaunes ou autres, nous, avec le LKP en 2009, parce qu'effectivement, comme l'élu ne peut plus jouer son rôle, parce que pour plein de raisons, on l'a empêché de jouer son rôle. Je ne dis pas que la classe politique est parfaite, mais je dis attention, on a besoin d'une classe politique et penser qu'on peut faire sans la classe politique, c'est tromper le citoyen lorsqu'on a ce type de discours. Alors, quand vous revenez un peu sur votre carrière, vous avez été ministre des Outre-mer au moment, à l'époque du LKP. Domouta n'a pas été très gentil avec vous. On n'a pas cessé de vous reprocher de n'avoir rien fait au niveau de l'essence, rien fait pour même le rencontrer d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Oh, je l'ai rencontré à 2 reprises. À Basse-Terre? Je l'ai rencontré, j'étais en escale parce que j'allais à Saint-Martin, donc je l'ai rencontré à l'aéroport. Oui. Donc, dès qu'il y a eu ce conflit et dès que j'étais en responsabilité, j'ai considéré qu'il fallait que je le rencontre, je l'ai rencontré. Mais Ça s'est bien passé? Écoutez, bon, son mode de fonctionnement, nous le connaissons. Moi, je représentais la République française, donc j'étais dans mon rôle aussi. De dire que nous n'avons rien fait, je ne vais pas refaire le bilan qui a été le nôtre. Oui. C'est quand même... La question de l'eau, par exemple, où il peut être Mais posé. le lot, Oui. il faut savoir qu'à l'époque, oui, c'était posé dans l'eau. Mais moi, j'ai repris le protocole de signature. Tout le monde n'avait pas signé, notamment l'ensemble des présidents de communautés qui n'avaient pas signé la création d'un syndicat unique de l'eau et le prix unique de l'eau. Donc on voit bien que lorsqu'il n'y a pas de consensus général, ça ne fonctionne pas. Et puis sur l'essence, souvenez-vous, personne ne comprenait le prix de l'essence. C'est quand même moi qui ai mis en place cette formule qui aujourd'hui permet, lorsque le coût du baril augmente, que le prix de l'essence augmente. Un peu plus de transparence, on va Il y dire. a un peu plus de transparence, je l'ai amorcé. Mon successeur, Victorin Lurel, a essayé d'aller beaucoup plus loin, mais on ne peut pas dire qu'on est resté inerte. Ce qu'on peut regretter, c'est que l'observatoire des prix que nous avons voulu mettre en place ne fonctionne pas. Jusqu'à maintenant, il ne fonctionne pas. Ça, je le reconnais et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait, l'État devrait se préoccuper de faire en sorte que cet observatoire fonctionne mieux. Mais je ne crois pas que ce soit dans une économie de marché simplement le contrôle des prix qui permet de lutter contre la vie chère. Je crois plus à l'économie de marché, je crois plus à la concurrence, je crois mais oui, plus... Mais quand Ayotte a le monopole, quelle concurrence il peut avoir en Guadeloupe? C'est ça le problème. Mais il y a eu des avancées sur les monopoles, puisque... Très confidentiel. Il y a des avancées sur les monopoles, puisque vous savez bien qu'à des moments donnés, il a été bien contraint de céder ses parts dans certains groupes parce qu'il était en position dominante, ce qui n'était pas le cas par le passé, parce qu'aujourd'hui, l'autorité de la concurrence joue son rôle. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un petit territoire avec un marché qui est très étroit. Vous ne pourrez jamais avoir, c'est un leurre de dire aux Guadeloupéens que la concurrence sera totale en Guadeloupe, parce que quand vous avez que seulement à peine 400 000 habitants, il y a des entreprises qui ne peuvent pas venir, puisqu'il n'y a pas, je dirais, une économie d'échelle. C'est un État, Monaco est plus petit que la Guadeloupe, et la concurrence joue à Monaco. Mais pas forcément dans les mêmes règles, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Union européenne, et donc à ce moment-là, ils peuvent soutenir certains secteurs d'activité que nous ne pouvons pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la question comment nous soutenons notre économie, notre développement endogène. Nous en parlions depuis 2007, du développement endogène, pour effectivement limiter ces situations de monopole. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une autonomie fiscale, une autonomie sur ce plan-là, qui nous permettra... Une autonomie politique aussi, vous pouvez le dire. Ça peut aller pour moi, la question de la gouvernance vient après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait d'abord. Mais oui, mais c'est parce que souvent, le politique qui prend la décision. Mais souvent, on se préoccupe, et on le voit sur le dossier de l'eau, on se préoccupe plus de voir comment on va régler les problèmes de gouvernance entre nous, de se répartir les responsabilités, sans savoir ce qu'on met dans la boîte. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir ce qu'on met dans la boîte. Et en fonction de ça, quand on est tous d'accord, c'est très facile après de voir comment on gère, comment on le fait ensemble. Mais au départ, essayer de concevoir un pouvoir en se répartissant les responsabilités, ce n'est jamais très sain. Et tôt ou tard, le peuple renverse
pour le coup la table. Alors donc ça veut dire que le congrès qui a eu lieu il y a plus de 6 mois maintenant ne débouchera sur rien? Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un congrès, puisque... La question statutaire se pose quand même. Oui, puisqu'on a un débat aujourd'hui un peu à l'Assemblée nationale par rapport au droit de la différenciation. Vous savez que j'avais interpellé le président de la République lorsqu'il avait reçu les élus à l'Élysée là-dessus. Et donc moi, je trouvais au niveau de la temporalité que ça aurait été bien d'avoir un congrès sur ce sujet, sur le sujet aussi que le président a proposé de la santé, puisque nous avons une crise sanitaire et qu'il y a un débat au niveau national pour confier une partie de la compétence santé aux régions. Donc il y avait du sens à avoir un congrès, mais vous savez que pour faire un congrès, il faut à la fois la région, le département. Visiblement, le département n'a pas souhaité. On attendra le prochain renouvellement. Prochain renouvellement. Juste un petit mot quand même, c'est l'actualité, ça a été quand même un gamin de Basse-Terre. C'est l'anniversaire de la mort de Salin, Charles-Henri Salin. Ça vous inspire quand même? Oui, je connais bien cette histoire et j'avais imaginé qu'effectivement nous puissions, au niveau de la ville de Basse-Terre, j'espère que la majorité municipale le fera, qu'on puisse effectivement donner plus de place à ce jeune qui est tombé. Il n'y a pas une rue Salin à Basse-Terre encore? Ah, il y a une place, Charles-Henri Salin, à Petit Paris. Puisque sa famille y vit d'ailleurs. Je crois que sa sœur est quelqu'un. Voilà. C'est une place et puis il y a il y a un espace sportif pour les jeunes qui vient d'être rénové, puisque j'ai fait en sorte que la région nous accompagne pour la rénovation de ce terrain de sport. Mais je trouve qu'effectivement, on devrait informer les jeunes, d'abord pour essayer de dire les choses telles qu'elles se sont passées, et on ne peut pas le laisser dans l'oubli. En tout cas, j'avais reçu et j'avais eu un échange avec sa sœur. J'étais tout à fait favorable pour aller dans ce sens-là. Alors ce soir, il y a une manifestation organisée par des organisations patriotiques. C'est très bien. On va passer à tarder puisqu'on va en parler tout à l'heure. Par contre, il nous reste 5 minutes, de petits mots sur le port. Est-ce que le fameux Grand Kokaoukerabé, ça devient un fantasme ou réellement on y pense toujours? On y parle. On en a parlé lors du dernier conseil de surveillance. On va en parler au prochain conseil de surveillance. La question pour nous, c'est de regarder par rapport à cette crise sanitaire, comment on fait les choses. Il faudra vraisemblablement décaler, mais ça peut être un projet structurant à la fois pour le port et pour la ville de Pointe-à-Pitre. Qui en a bien besoin. Donc ça passera forcément par un travail qu'on fera avec le nouveau maire et son équipe là-dessus. Et puis il faut se poser la question que la ville doit se tourner vers son port et doit être plus ouverte sur le port. Et donc il faut peut-être revoir et ajuster un peu le programme pour que ce ne soit pas un projet qui donne le sentiment qu'il tourne dos à la ville de Pointe-à-Pitre. Donc il y a des ajustements. Nous en avons parlé avec le président du directoire, M. Jean-Pierre Chalut, qui a pris ses fonctions récemment. Et nous aurons un débat très prochainement au conseil de surveillance en associant toutes les parties prenantes, en particulier aussi la région et puis la communauté de Cap Excellence qui est concernée en termes d'aménagement du territoire. Alors, on vous a souvent reproché, Mme Panchard, de ne pas être votre mère. Bien sûr, on ne peut pas être sa mère et sa fille en même temps, d'être moins populaire. Est-ce que maintenant, depuis votre dernière élection, vous êtes devenu un petit peu plus proche du peuple? Est-ce que vous parlez créole dans la rue, par exemple? Je pose des questions comme ça, toutes bêtes, mais enfin... Les gens qui me connaissent, ils savent bien que je parle créole, mais... On va parler créole, on va parler créole contre tout le monde, en bien content de rencontrer, en bien content là, beau matin là. Mais... Vous savez, on a le sentiment... Vous ne voulez pas être populiste, c'est ça? Je ne veux pas être populiste. Et je trouve que le discours, ça m'inquiète. Je vois monter un discours très populiste ici, en Guadeloupe. Et on peut vouloir le changement. Je dis aux Guadeloupéens, faisons attention. Parce que c'est très facile, dans période de crise, de surfer sur la douleur, la souffrance, et de dire il suffit qu'il n'y a qu'un faucon, et puis d'aller dans le sens de la population. Et puis au bout du compte, quand on vous voit à l'ouvrage, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça se passe. Et je dis, ça, c'est pas bon pour la démocratie. Je me suis trompée, peut-être, parce que certains m'ont dit, fait qu'on maman, fait qu'on un tel, fait qu'on si. Non, mais vous savez, on peut très facilement, à la veille d'une élection, donner, distribuer des subventions à droite et à gauche, faire quelques recrutements. Ça suffit pour trouver les 200 voix qui m'ont manqué pour gagner cette élection. Non, je voulais avoir effectivement le soutien d'une population qui comprend le discours qui est le mien. Peut-être que je me suis trompée,
j'en tire des enseignements, mais peut-être que je reviendrai et je reviendrai toujours en sincérité. Préparer votre prochaine réélection, c'est ça? Non, je n'abandonne rien. Oui. Alors pour le coup, Oui. si on veut me comparer avec ma mère Lucette Michaud-Chevry, eh ben, j'ai ce tempérament. Je ne mets jamais le genou par terre. Vous lâchez Je pas ne lâche pas. Je ne mets pas le genou ni par à la terre. région non plus. À la région non plus, je me sens très bien. Je trouve toute ma place à côté du président Chalus. Oui. J'avance. Oui. J'avance. J'aurais préféré qu'on avance encore mieux. Mais on aura l'occasion de faire le bilan. La campagne va être ouverte. Oui. Et je suis quand même fière du bilan qui a été celui du président Chalus pendant les 5 ans. Et on mettra en perspective parce que beaucoup de choses ont été faites. Je vais vous donner un exemple. Oui. On n'a jamais autant investi. Le budget d'investissement de la région Guadeloupe atteint presque 300 millions. Mais on va l'expliquer. Et il y aura beaucoup de surprises. Ça va être compliqué de garder la deuxième place quand même. Je ne cherche pas de place. D'accord. Et je n'ai jamais rien négocié. Oui. Le président Chalus, je n'ai rien négocié avec lui. Ni avec Guy Losbar. Oui. Je suis effectivement dans la lignée qui a toujours été la mienne. Je considère qu'effectivement, comme beaucoup d'autres élus, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Si on a besoin de moi, je suis au service de mon pays, la Guadeloupe. Si on n'a pas besoin de moi, j'ai beaucoup de centres d'intérêt et je vais trouver mon épanouissement différemment. Mais, comme disait le président, il ne suffit pas d'occuper un poste. On peut être en dehors et être au service d'une population, au service d'un territoire qu'on aime. Un dernier point. Vous êtes toujours d'accord que Basse-Terre demeure la capitale? Oui, Basse-Terre doit rester, pour un principe. Oui. On ne peut pas parler du rééquilibrage du territoire. J'entends beaucoup d'élus parler du rééquilibrage du territoire et à chaque occasion essayer de déshabiller Basse-Terre. Oui. Donc là aussi, il faudra sanctuariser les choses et j'entends maintenant parler de péréquation, notamment sur une politique de transport. Oui. Ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose, vous savez, que je défends depuis très longtemps et j'aimerais qu'on avance sur la péréquation et j'espère qu'à l'occasion de la prochaine mandature, c'est quelque chose qu'on pourra poser vers une évolution de nos organisations, de nos institutions et qu'on pourra poser au niveau de la région Guadeloupe en termes d'aménagement du territoire. Marie-Soeur, merci d'être venue. Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes expliqué et puis on attendra les prochaines régionales pour vous retrouver sûrement. Sûrement. Voilà, 12h55, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure en direct d'Haïti avec Lydia Alexandre et puis pour le reste, bien sûr, restez avec nous. Voilà, il est 13h04, je vous l'ai dit, on va recevoir Fred D pour son album Admirable comme son nom l'indique. Et Madame Adouane, Mélissa Adouane, pour une pièce qui s'appelle Les 10 commandements. Mais avant, on va faire un petit tour en Haïti parce que c'est le 18 novembre aujourd'hui et c'est une date importante pour les Haïtiens. Lydia Alexandre en direct de Port-au-Prince, vous nous entendez? Oui, bonjour Danick et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de ZCL. Merci. Alors, effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est les 217e de la bataille de Vertières en Haïti. Oui. Alors, cette date, elle est commémorée en Haïti parce que vous savez qu'en Guadeloupe, ce soir, il y a une grande manifestation organisée par des mouvements patriotiques. Est-ce qu'en Haïti, le 18 novembre, c'est une date importante aussi? En effet, c'est une date importante, mais c'est aussi une date retenue pour les opposants du pouvoir en place de manifester pour exiger le départ du président. Ah bon, on exige déjà le départ du président. Alors, il y a une manifestation dans les rues de Port-au-Prince aujourd'hui? Oui, il y a une manifestation comme on fait dans toutes les dates importantes comme le 17 octobre et le 18 novembre. Et le 17 octobre, c'est la commémoration de la mort de Dessalines. Oui. Aujourd'hui, le 18 novembre, c'est la bataille de Vertières, commémoration de la bataille de Vertières. C'est une date retenue pour les manifestants de fouler le macadam pour exiger le départ de Jovenel Moïse au pouvoir et également dénoncer l'insécurité parce que nous faisons face à un regain d'insécurité dans le pays depuis un certain temps. Oui. Donc, c'est le moment pour les opposants au pouvoir de dénoncer le regain d'insécurité qui prévaut dans le pays depuis un certain temps. Mais alors, ça veut dire qu'elle dit... Pas plus tard que hier soir, excusez-moi Dani, pas plus tard que hier après-midi, il y a un élève de 7e de la classe de Rito qui a reçu une balle, malheureusement, en sortant d'école. Donc, il était derrière une camionnette, donc il a reçu une balle. Malheureusement, il est décédé. Ça veut dire que la situation ne se calme pas en Haïti en ce moment, à Port-au-Prince en tout cas. Mais malheureusement, la commémoration de la bataille
devrait être retenu pour célébrer ou du moins commémorer ou encore plus rappeler de la bataille de nos ancêtres ont mené pour nous donner la liberté en Haïti, mais malheureusement, c'est tout le contraire qui se fait en Haïti en ce moment. Alors, est-ce que la situation politique s'améliore pour le président Jovenel? S'améliore, je ne crois pas vraiment, parce qu'il y a toujours l'opposition qui sont dans les rues. Et malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faisons face à un regain de sécurité. Oui. Donc, il y a des changements qui s'opèrent au sein de nos institutions, comme pas plus tard qu'avant-hier, on a opéré un changement à la tête de la police nationale d'Haïti. Donc, on a échangé, on a remplacé l'ancien directeur par un nouveau directeur général. Donc, bon, on attend ce qu'il va apporter comme amélioration pour l'insécurité qui prévaut dans le pays. Alors, juste un dernier mot, Lydie, du point de vue de la maladie, de la pandémie, est-ce qu'en Haïti, le nombre de cas diminue? Quelle est la situation en ce moment sanitaire? Bon, à dire vrai, le ministère de la Santé publique, la semaine dernière, a sorti une note pour annoncer qu'il y a alerte rouge en Haïti. Mais du côté de la population, ça fonctionne normalement. On utilise les masques uniquement quand on pénètre une institution publique ou bien on va au supermarché, on exige ça. Mais dans les routes, en pleine rue, dans les camionnettes, au marché public, la population ne porte plus de masque. C'est comme si c'est une situation normale, c'est comme si le corona n'est pas en Haïti. Mais du côté de l'MSPP, on annonce toujours des cas. Et on annonce toujours des cas et également, la semaine dernière, comme je vous ai dit, on a mis une alerte rouge sur Port-au-Prince, particulièrement. Bien. Ben, merci Lydie, en direct de Port-au-Prince. On va vous retrouver probablement la semaine prochaine. Les 13h09, tout de suite, on revient à la partie... Merci Danick et merci à tous les auditeurs. On vous remercie aussi Lydie. On revient à la partie culturelle, elle va être importante aujourd'hui puisqu'on reçoit d'un côté une femme, Mélissa Adouane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu parler des 10 commandements. C'est une pièce qui va être jouée prochainement. Mais là, aujourd'hui, vous avez fait un appel à un casting. Voilà. Donc, dans le cadre de la pièce du spectacle vivant des 10 commandements prévu donc, en juillet 2021, on réalise donc un casting le 27 novembre. Donc à partir de 14h pour tous les comédiens qui souhaiteraient participer à ce programme très lourd et très chargé en contenu. Il y a un profil particulier pour être retenu dans le casting? Je pense du talent, oui. de la détermination, oui. Voilà, et des gens qui croient en ce qu'ils font. Et donc, c'est l'essentiel. Après, le reste, voilà, hein, on cherche des étoiles, quoi. Oui, bien sûr. Alors, si les gens qui vous écoutent, qui sont comédiens, vous cherchez uniquement des professionnels ou même des comédiens amateurs? Semi-amateurs. Semi-amateurs? On donne la chance à tout le monde. À tout le monde? Tout le monde a sa place. On vous appelle, il y a un numéro de téléphone, une adresse. Alors, mgeventcontact@gmail.com. Oh là là, vous allez trop vite, j'ai même pas le temps d'écrire. Alors reprenez, mgeventcontact@gmail.com et oui. donc le numéro de téléphone 0590 03 68 68 30. Voilà. Bien écoutez, les gens qui nous regardent seront intéressés. Puis cette pièce, on aura l'occasion d'en reparler. Alors après le 27, vous viendrez nous dire combien de personnes vous avez retenues. Il vous faut combien de personnes, en fait? On a beaucoup de personnages. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Moïse. Un peu quand même, oui. Et de l'Égypte. Ça remonte à loin, donc, ça sera le bon moment pour remettre au goût du jour cette histoire extraordinaire, parce que c'est vraiment... Oui. Voilà, c'est une histoire extraordinaire. Et donc, on a donc le poste de Moïse, oui. le poste de Pharaon. Oui. On a Jéthro, les 7 filles de Jéthro.
quand même, oui. Avec Sephora. On est jadis, là. Oui. Et il y a tout le peuple derrière. Et Moïse, ouais. Oui. Donc, on a besoin de beaucoup de monde. Donc, il y a des... On voit la mer Rouge aussi qui va s'ouvrir. Alors, en fait, on s'appuie sur un film qui est très connu, qui est sorti en 1956. De Cécile B. DeMille. J'ai vu ce film, la Fouette des aussi, la oui, à la Renaissance. Ce film est extraordinaire. Et il transporte, enfin moi, c'est là que j'ai vraiment rencontré Moïse pour ma part. Donc, je peux dire que j'ai été évangélisée quelque part par ce film-là. Ah bon, à ce point. Oui. Bon, ça reste historique. On reste dans le thème historique, on est plus orienté là-dessus. C'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux personnes qui croient, mais au contraire, on s'adresse vraiment à tout type de public, de tous horizons, de tous bords, de toute confession, voilà. Bien. Ben, écoutez, votre appel a été entendu, j'espère. Ouais. 0790 03 68 30. On va le répéter à la fin de l'émission. Merci d'être venu. On continue dans le domaine culturel, mais cette fois-ci de la musique. C'est au moins aimé, Foued, l'album Admirable. Au pluriel. Au pluriel, on ne peut pas trouver mieux comme titre. Hein. Au pluriel, ça veut dire que c'est pour dire que mon peuple est admirable. Que les gens... c'est le peuple, c'est pas l'album seulement. C'est pas l'album, mais c'est au pluriel. Admirable au pluriel. Mais non, c'est pas non, mais l'album. Faut dire bon, il faut être. Oui, mais c'est admirable au pluriel. Au pluriel. C'est admirable au pluriel, c'est pour dire. En fait, l'album, je l'ai fait pour que les. En fait, il y a 3 choses. Oui. La première chose, c'est quand je regarde la violence dans le monde, et par exemple, on nous montre des gens qui brûlent des voitures dans des banlieues ou d'autres qui se sont engagés dans du terrorisme, on explique ça par le contexte social. Tout à fait. Et je dis le contexte social, mes familles, moi, les en Badar Boussier, contexte social difficile, nous connaissent ça. Oui. Et tous ces gens qui étaient malheureux, ils n'ont transmis aucune haine. Ce sont des gens admirables. Tous ces gens qui ont vécu la misère. Tout à fait. Et ils n'ont pas sombré dans la haine, ils ont transmis. Hein, ils ont transmis l'amour. Et en ça, ils sont admirables. Ils sont admirables pour une deuxième raison. Oui. Parce que je vis dans un pays où des grands-mères illettrées analphabètes ont eu des enfants qui ont fait de brillantes études et qui ont eu. Voilà. Et admirable pour une troisième raison, c'est que si nous-mêmes, on ne se dit pas qu'on est admirable, personne ne va nous dire que nous sommes admirables. Admirable et fier quand même. Mais c'est ça, c'est-à-dire que moi, je crois ça. Et ce n'est pas admirable seulement pour ma grand-mère, mon père, mon grand-père, etc. C'est admirable. Je trouve que les jeunes qui viennent là et qui reviennent quand ils ont fait des études, ou les jeunes, ils sont plus entrepreneurs d'ailleurs que ma génération. Oui. Je les trouve admirables. Je trouve que ce sont des gens courageux et que souvent on met l'accent sur ce qui ne va pas, sur les traits de notre personnalité qui sont... Mais ça, ce sont des choix. Mais si on regarde bien, nous, on n'a pas de 18 novembre à fêter. On n'a pas de 14 juillet à fêter. Et pourtant, aucun de nous n'est haineux. Il n'y a pas de haine. Ce n'est pas un pays de haine. On n'est pas dans un pays de haine. Au contraire, quand on nous décrit nous-mêmes, nous aimons fêter, nous aimons danser, nous aimons zouklov. Surtout actuellement, c'est nous, là. Oui, c'est-à-dire, alors que beaucoup de raisons pourraient nous pousser à être méchants, haineux. Et ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'en cela, nous sommes vraiment courageux, admirables, beaucoup plus qu'on ne le dit nous-mêmes. Tout à fait. Non, alors, cela dit, j'ai réécouté l'album, il est admirable. Bon, Panilot a dit, au singulier, là. Mais je suis bien accompagné aussi. Hein? Oui, j'ai vu. Alors, justement, je voulais poser la question, Swana et Jacob sur le même titre. Parce qu'en fait, c'est Soigna qui écrit ce texte merveilleux de C'est au moins aimé. Pour moi, c'est le plus beau texte d'amour que j'ai entendu en créole. Ouais. C'est le texte de C'est au moins aimé que j'ai repris. J'ai plus repris pour le texte même que la musique. C'est un texte extraordinaire et j'ai voulu vraiment rendre hommage à ce texte-là en chantant la chanson. Oui. Donc c'est beaucoup plus lent que la version de Kassav, c'est plus acoustique. Du coup, là on a le temps et en se disant quand même, Guadeloupéen, nous va piti. Elle a écrit un texte, le texte est magistral et j'avoue, moi qui suis un auteur, quand j'essaie d'écrire une chanson d'amour, je me dis waouh, quand même faire mieux que celle de Swana. C'est difficile. Il y avait déjà le précédent album, Petit Guadeloupéen. Ah, Petit Guadeloupéen. Petit Guadeloupéen, puis ça a fait un bel morceau, 2 belles morceaux. Non, franchement. Alors, autre chose, le Jouvet au Barrio, où là on fait ça, Foued? Jouvet Barrio, c'est. Le Trinidad. Je t'avais appelé. Voilà, Jouvet Barrio, c'est un calypso enregistré en 1935 à Trinidad. C'est un des plus vieux calypsos enregistrés. Il y en a un en 1932 qui s'appelle Congo Barra et un autre qui s'appelle Jouvet Barrio 1935. Oui. Et ça s'écrit Jouvet Barrio parce qu'en ce temps-là, on ne savait pas écrire. Mais quand on entend,
il chante Jouvet, Barrio, Palais. Et comme sont les anglophones, le titre s'appelle Jouvet, Barrio, B-A-2-R-I-O. Bon, c'est le titre, mais en réalité, voilà. Mais les premiers calypso ont des refrains en créole. Les premiers enregistrés, 1932-1935. Et donc, mais même Sparrow. Oui, il a plusieurs titres en créole. Et en tout cas avec du créole. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris ce titre Jouvet, Barrio, qui raconte en fait que, un peu comme ici, il était défendu de tambouriner, il était défendu... Voilà, et donc j'ai repris ça avec Mario Canonge au piano, avec les musiciens de Calypso Rose. François Ladrezo. Alors, à Canida au Boulaguel, parce que ça ressemble à du gros cas. Quand ils ont écouté, ils ont dit, mais on aurait dit du gros cas. Je dis, non, c'est effectivement un Calypso de 1935. Et donc, il y a Canida, il y a François Ladrezo, il y a Mario Canonge, il y a... Carla Gonzalez, c'est une des Trinidadiennes qui avait dans le Shades of Black. Oui, les courses de Kassav, voilà. Tout à fait. Et Ivo, c'est un chanteur camerounais qui... oui, parce que d'abord, il y a plusieurs Camerounais sur l'album, mais je voulais avoir ça. D'ailleurs, ce qu'il dit dans ses paroles, c'est que l'histoire nous a séparés, mais on est toujours ensemble. Oui. Et ça a joué Barrio, donc il y a Martiniquais, Trinidadien, il y a... Voilà. Alors, la grosse surprise pour moi, quand même, Fred, ça a été le Né quelque part, repris. Né quelque part. Alors, grâce à Michel Mélange, qui est un professeur de créole, on a fait une version, on a écrit une version créole de Né quelque part, jouée d'ailleurs par le guitariste Michel Aumont, le guitariste de Maxime Le Forestier lui-même, qui est venu enregistrer avec moi cette chanson. Et effectivement, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, ça devient à part quoi choisit maman, à part quoi choisit papa, à part qui a choisi, à dans qui l'encoigny, la pointe ou bien Paris, bon, la tech à Vini. Mais oui, avec Michel Mélange. Ah non, mais en Guadeloupe, on a des gens qui travaillent sur le créole, c'est... Voilà, là encore, c'est admirable. Ce sont les gens qui font des choses extraordinaires. Ça, c'est le premier texte que nous avons travaillé ensemble et que j'ai enregistré, mais j'en ai d'autres avec lui parce qu'il appelle ça le chalvirage. Il a chalviré plusieurs textes en créole. Français en créole. Et 12 morceaux. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter un petit fouet à si moi aimé le clip qu'on vient de voir. Technicien, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? Non, on n'a pas le temps. On le fera à la fin de l'émission. OK. Oui, on peut le faire. On joue qu'est monté en ciel. Et même si l'arc-en-ciel rivait, on joue à ni, on sale couleur. Même si on mort, ses yeux ouverts, ou ma belle voix, depuis l'autre côté là. Aïe, l'amour, moi carré, j'suis mis en bout, sans cœur en moi. C'est clair l'ennui de soleil. C'est au moins mais oh oui, c'est au moins mais c'est au moins les balaous qui volent si l'en met. Et pas au milieu, yo que vini l'ennui de voler en ciel en doux. Les jours ouverts, en jambe, juste en étoiles, péqué briller. Aïe, l'amour, moi carré, j'suis mis en bout, tant qu'à en moi. Tant pis pour ça qui rivait, c'est au moins mais. Voilà, un extrait de Admirable. Admirable, un album, il faut l'avoir, on ne pas copier, comme on disait avant. Il y aura sûrement une petite tournée dans les jours qui viennent. Ah oui, déjà. Dès que le Covid le permettra, c'est ça la COVID. Non, mais déjà, nous, on n'est pas confinés, donc on peut jouer. Le 28, je serai à l'Intemporel pour le présenter, la brasserie du MACT. Pour le présenter, je ferai un petit machin avec quelques musiciens pour le présenter. Évidemment, beaucoup de gens achètent, même des gens, d'ailleurs j'étais un peu étonné, j'étais en séance de dédicace, Nyon Madame Kipivier qui m'a moi est venu, il m'a dit ah Fred tu es là, mais c'est sur 10 heures, et clac, elle dit du coup, mais il y a des gens qui aiment la voir, qui aiment avoir le truc physique, bien sûr. Et moi aussi j'aime ça. On ne peut pas se passer de ça. Voilà, donc il y a beaucoup de téléchargements. Mais nous, on a tenu en pressé pour avoir... Et ce sont des photos qui sont faites sous le pont de la Gabarre, sous le pont. Et pour avoir quelque chose d'artistique, quelque chose entre les mains. Bel album. Non, du beau travail. C'est admirable. C'est presque un pléonasme de dire ça. Merci en tout cas, Fred. Merci, Madame
à douane. On passe à l'information, on revient au point Covid. C'était hier, comme chaque semaine maintenant, le préfet, l'ARS et aussi le rectorat font un point sur le Covid. La situation semble s'améliorer, mais restons véillatifs. On regarde le reportage d'Olivier Félix. La tendance, elle est bonne, elle est là, c'est indispensable, mais en revanche, on ne peut pas relâcher la pression aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir demain sera fait. On a des exemples autour de nous dans des pays où on hexagone, dans certaines régions dans lesquelles l'épidémie a repris d'un seul coup sans savoir exactement pourquoi. Il faut vraiment qu'on conforte toute cette situation ici. On est en dessous des seuils d'alerte, mais on est toujours au-dessus des seuils de vigilance. Ce sont des seuils qui avaient été établis à la sortie du confinement pour étant les seuils au-delà duquel il ne fallait pas aller. Et donc on est toujours au-dessus de ces seuils. Donc même si ça baisse, on a toujours une circulation du virus qui est interne, qui est présent en Guadeloupe. Et ce virus, il est là. Le docteur Jarige nous a fait un point tout à l'heure en comité des élus. Il disait que près de 60% des gens étaient asymptomatiques. Donc le virus continue à circuler et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous ne le véhiculez pas. Donc il faut continuer à respecter les gestes barrières et à protéger les plus faibles. Nous avons eu 121 cas la semaine dernière. Alors évidemment ça diminue, même si nous avons toujours fait autour de 1600 tests. Donc ça prouve que le taux de positivité diminue lui aussi. Il est à 7,6 alors qu'il était à 10 la semaine dernière. Et évidemment le R, la transmission du virus a aussi diminué. C'est passé de 0,75 à 0,62. Donc tout ça c'est des signes positifs. On voit qu'il y a moins de consultations, il y a moins de passages aux urgences, il y a moins d'hospitalisations, mais il y en a toujours. La semaine dernière, il y a eu encore 3 entrées directes en réanimation. Donc, c'est pas fini. On est dans une phase où heureusement, les indicateurs sont dans la bonne tendance. En revanche, ils sont insuffisamment fiables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si dans une semaine ou 2 semaines, on va garder le même niveau de descente. Il faut vraiment qu'on aille en dessous des seuils de vigilance. Et donc, au moins pour les 2 semaines qui viennent, moi, je demande vraiment à tous de garder les mêmes réflexes, de garder la même responsabilité individuelle et collective, celle qui a fonctionné dans la diminution de ces indicateurs. Il ne faut pas que tous les efforts que nous avons faits collectivement, que le personnel de santé a fait aussi, tombent d'un seul coup parce qu'on aurait relâché vraiment les bons réflexes et on se serait retrouvé à se côtoyer, à s'embrasser et à ne pas respecter les gestes barrières. Donc il est indispensable de le faire. Faisons le point dans 2 semaines. J'espère qu'on sera en dessous des seuils de vigilance et dans ce cas, on pourra voir la suite, notamment sur les fêtes de Noël. On attend encore qu'il soit validé, je dirais formellement, mais très clairement, le vaccin, c'est celui qui fera la barrière contre le virus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le taux de contamination, donc d'immunité, c'est-à-dire de protection de la population, il est très faible. Parce qu'on a eu près de 8000 cas sur le territoire, mais 8000 cas sur 400 000 habitants, évidemment, ça ne protège pas. Il faut avoir des taux d'immunité de l'ordre de 30 à 40 à 50% de la population. Donc le seul moyen d'avoir de l'immunité, c'est le vaccin. Oui, après le point Covid, le point météo, puisque toute cette semaine, la Guadeloupe a été véritablement inondée. Et on parlera de ce point météo avec Michel Héraclite dans un instant. C'est l'heure de la pub, on repart. Voilà, 13h31 dans le ZCL News. On reste toujours dans la partie culturelle, puisqu'on va recevoir dans un instant notre ami José Turlepin. Bonjour. Bien, bonjour. Merci l'habitude. Et un peu plus tard, Martine Fazer, qui est déjà là, avec elle on fera le CSM. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était cette manifestation organisée, cet atelier organisé par l'agence de Girari à la Voie Verte. Il s'agissait de permettre aux demandeurs d'emploi d'être capables de prendre en compte toute la dimension socio-culturelle et communicative des relations, ce qu'on appelle les relations interpersonnelles, c'est-à-dire que l'oreille, maintenant, au travail, il faut savoir qui j'ai encore présenté. Après avoir participé, normalement, le demandeur d'emploi dit l'agence devait être en mesure de parler de lui, de son environnement social et aussi d'identifier les stéréotypes. On regarde ce reportage de Michel Depape. C'est parti. Accompagnons nos demandeurs d'emploi en situation de handicap comme tous les autres demandeurs d'emploi. Je me suis dit non, il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce qu'à l'agence de Jarry, nous avons un portefeuille aussi de demandeurs d'emploi en situation de handicap. On a y réfléchi et puis elle m'a dit tiens, mais pourquoi on ne ferait pas un atelier de développement personnel à travers une salade de fruits? Effectivement, on ne peut pas cohabiter seul. C'est une forme de cohésion qu'il faut mettre en place. Et donc, on a rajouté du sucre, l'élément qui est là. Et le sucre, justement, ça a permis d'apporter une autre saveur, d'unifier, justement, comme elle disait ma collègue, les fruits, nos valeurs respectives, savoir qui on est, qu'on ne peut pas faire seul, mais qu'on a besoin aussi de l'autre. Je me suis prise au jeu puisque j'ai pris la mangue en fait comme fruit
Et je me suis identifiée en fait à ce fruit-là qui est beau, qui est savoureux, qui est charnu, qui peut être très appétissant, très juteux. Et on a entendu de magnifiques choses ce matin. Chacun de nous avons notre particularité, nous sommes uniques. Nous avons un groupe, une religion, une famille. Donc tout ceci, cette salade de refus, si vous voulez, ça représente ce noyau en fait. Voilà. Chacun a choisi un fruit à son image. Donc en fait, et après a expliqué pourquoi il s'est identifié, on va dire, à ce fruit-là et que représentait ce fruit-là pour lui. Dans les écoles, les enfants emmènent des pommes et la pomme, c'est un des aliments qu'on utilise pour faire des régimes. Et c'est mon cas parce que vu que je suis diabétique, je mange souvent des pommes et ça donne de l'énergie et on a un meilleur savoir. Et quand on associe cela aux fruits, on va voir, regardez si vous voulez, vous allez voir qu'il y a des fruits qui sont plus sensibles que d'autres. Et en remuant justement la salade de fruits, on va voir que si on continue à force, on va écraser d'autres fruits. Donc dans la vie, c'est un peu pareil. Donc c'était un premier pas, reprendre confiance en soi, reprendre conscience dans les valeurs intrinsèques. Et puis nous aurons un autre atelier qui sera un atelier de technique de recherche d'emploi, retravailler sur le CV, retravailler la posture, pouvoir convaincre un employeur en 5 minutes, parce que vendredi, nous aurons donc 6 employeurs qui vont venir avec 6 offres d'emploi qui sont dédiées uniquement pour des personnes en situation de handicap. La synthèse de cet atelier ce matin, c'est de nous dire que quel que soit le handicap que nous avons, nous sommes tous les mêmes et nous sommes tous pareils. Et surtout ça, la valeur, elle est là. Et les compétences sont là aussi. On n'est pas moins qu'une personne non invalide ou non handicapée, mais on a aussi autant de valeur que toutes les autres personnes. En fait, le Pôle emploi crée les conditions, on va dire, maximales, de manière à ce que les gens qui ont un problème de handicap puissent être au mieux face à un créateur d'emploi, en tout cas un chef d'entreprise. Alors, cet atelier s'est fait hier et je pense que c'est un atelier qui devrait être refait. On va parler tout à l'heure des frères Wally, mais avant ça, on revient à nos messes et l'habitude, puisque José est déjà là. José, juste une question. Vous êtes en blanc, noir et blanc, c'est quoi? Alors, comme le thème aujourd'hui c'est l'enterrement, donc j'ai mis une tenue qui serait adaptée à un demi-deuil ou pour aller à l'enterrement d'une jeune personne. D'accord. Donc on a parlé dans les émissions précédentes de tout le cérémonial de la veillée. Et là, maintenant, on est à l'enterrement. À l'enterrement. Donc, alors, le lendemain de la veillée, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de la veillée, c'est l'enterrement. Oui. Donc, aujourd'hui, on a les morgues. Mais avant, le mort était à la maison. Donc, on était contraint par le temps. Et tout devait se faire très vite parce que le mort était quand même chez vous. Donc, le lendemain, il y avait des personnes dédiées. Donc, toujours cet esprit communautaire. Des personnes qui allaient faire les différentes tâches, comme déclaration à la mairie, chercher le certificat de décès, contacter les fossoyeurs, surtout si c'était un enterrement dans un cimetière public, et enfin voir le curé pour l'organisation de la cérémonie. La partie qui n'était pas la plus facile, parce qu'avec le curé, il fallait carrément organiser cette cérémonie funéraire. Tout à fait. Mais alors, comment se déroule l'enterrement concrètement? Alors, concrètement, aujourd'hui encore, les choses, on peut changer et on respecte à peu près le même cérémonial. Donc, les familles les plus aisées ou des familles les plus pauvres, il est important de bien enterrer ces morts. Donc, on aura nettoyé la tombe pour pouvoir accueillir, recevoir le mort, on dira, à sa dernière demeure. Oui. Donc le protocole, en ville comme dans les campagnes, il y aura des porteurs qui vont porter le cercueil. Aujourd'hui, ce sont les employés des chambres funéraires, mais avant... Mais quelquefois, il y a des porteurs. Des porteurs, voilà. Donc, selon son attachement à la personne, selon son lien avec la personne, ou tout simplement parce qu'on voulait lui dire, ma foi, je te rends ce dernier hommage. Voilà. Donc, tout de suite après les porteurs, il y a la famille très proche du mort, donc papa, maman, mari, les personnes restantes, ensuite les amis et ensuite le voisinage. Donc, encore aujourd'hui, on respecte ce protocole très strict et même moun kattrape bab parce qu'il n'y a pas mettre dans les premiers rangs et au mettre derrière. Donc, ah oui, tout à fait, encore aujourd'hui, chacun tient
à sa place dans le cortège qui va suivre le mort. Parce que faut mettre en place ça au bar là, c'est ça. Place au bar là, mais des moments place ça pas qu'à plaire, donc on peut essayer bifurquer pour trapper en place plus proche des familles à mort là, qui veut dire que finalement c'est dans le cercle des personnes estimées du mort. J'ai vu quelque chose le jour de la mort de quelqu'un que je connaissais, il y avait sa femme. Et puis la maîtresse, on a bousculé ma là pour était pour en placer. À peu près ça. Ça a été mal ressenti. On va si on l'a oublié, mais c'était oui, mais on l'a pas été content, c'était ça. Alors, quel est le rituel après l'enterrement? Alors, après l'enterrement, on a accompagné le mort. Donc, tout ne se termine pas de façon brutale, parce que notre rapport à la mort est quand même un peu particulier. Pour nous, ce n'est pas un adieu définitif. Donc, au cas déposer mort là. Donc, les personnes les plus proches vont raccompagner la famille chez elles ou dans le salon funéraire. Et là, c'est l'occasion, en fait, de parler, de soutenir. Mais c'est quand même, ça reste quand même dans la tristesse, un moment joyeux. Parce que les personnes vont profiter pour se restaurer, se rafraîchir. On va surtout parler des conditions dans lesquelles se sont passées la cérémonie. Est-ce qu'Oral l'a bien chanté? Est-ce que Mounakiteka l'a bien li texte là, Jean Yobaïla? Et c'est ce genre de petit concours de langage finalement qui nous aide quand même à distancier cette douleur, cette tristesse, et pour revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques. Et c'est une forme de retour tout doucement dans la réalité de la vie. Donc le mort, il est parti, pas tout à fait. Donc, au cas déposé famille à Kazaï. Et c'est aussi le moment où on va parler de l'organisation de la veillée, des jours, parce que c'est pas fini, les jours qui vont suivre cet enterrement. Donc, il y a la veillée, et on va choisir, c'est le moment où on met tout ça en place. Et toi, si tu es un petit peu loin, c'est le moment aussi que tu vas prendre les informations qui vont suivre l'organisation de la veillée. Donc, après le mort, il y a quand même 9 jours de prière, de veillée, excusez-moi, je me suis trompée, l'organisation de la prière. Voilà, excusez-moi, désolée, de la prière. Donc, après cet enterrement, 9 jours de prière. Donc, 9 jours de prière, à une heure précise, on lit des textes, on lit des prières. À certaines prières, j'ai même vu qu'on pouvait lire des textes qui étaient aimés par le défunt. Il y a des reines prieuses qui viennent avec leur petit cercle et leur cahier pour cette prière. Tu viens lire, tu viens prier aussi, même si tu n'es pas très pratiquant, mais c'est aussi une façon de dire au revoir, de dire finalement je reste là, finalement je te considère, je viens pour lire, pour prier avec les personnes qui sont là. Au bout de cette prière, il y a la messe du 9e jour, donc une messe, et le vénéré, donc qui est une forme de nouvelle veillée où on va rester, on va veiller, on va prier, on va chanter pour ce mort. Et le mort, son enveloppe charnelle n'est plus là, mais son âme est là. Elle va encore rester là pendant une 40aine de jours. Et c'est à l'issue de la messe du 40e jour, messe très importante, où finalement il va complètement quitter le monde des vivants pour rejoindre sa dernière demeure et son nouveau palais du monde des morts. Donc, le vénéré, c'est une petite veillée, et je connais des gens qui m'a failli pas venir en prier là, mais il y a inquiété de ça qui date à venir là. Ils ont petit manger, et exactement. Mais ça fait partie quand même aussi des messes et l'habitude de ce pays où la mort est entre chien et loup, à la fois entre tristesse et gaieté, entre souvenirs et cette personne qu'on ne va plus voir. Mais chez nous, le mort n'est jamais complètement parti. Il reste toujours un petit peu là, derrière la porte. Et si ce rituel n'est pas respecté, tradition qui nous vient de l'Afrique noire, ou cette tradition où, ma foi, aux dernières heures, on fait tout pour sublimer ce mort, si ces traditions ne sont pas respectées, on vous dit que le mort, il ne va pas s'en aller, il va venir vous hanter dans le monde des vivants. Voilà. Et un raccourci langagier, on a tendance à dire « il Kevin tirer pied yard, il Kevin chatouiller zoté yard ». Donc, on est des gens en deuil.
le deuil est déjà porté, même dès le moment de la veillée, le deuil est porté. Donc, nos grands-mères respectaient un protocole, une étiquette très stricte de ce deuil. Pour ta mère, on va porter 3 ans de deuil. Donc, pour 3 ans de deuil, qui vont se décliner de la façon suivante, 1 année de deuil, de gros deuil, on dira de grand deuil, tout de noir, pas de bijoux, pas de fantaisie, pas de maquillage, robe noire, tête marée noire, mais vraiment très noire, lugubre, voilà, comme le merle, concagnant. Puis 1 année, on va commencer à porter un peu de violet. Le demi-deuil, voilà. Et la dernière année, on pourra mettre du blanc et un madras demi-deuil comme celui que je porte. Oui. Et pendant le deuil, on n'a pas le droit d'aller danser, je crois. Ah non, mais pendant le deuil, mais pendant toute la période du deuil, c'est pas que les 3 ans, ni danser, ni carnaval, ni cinéma, ni balcadrie. Tu as juste le droit de regarder et encore, et encore, et encore. En tout cas, José, on vous a regardé. Alors, je voulais quand même les photos de cette veuve en grand deuil parce que on m'a raconté la photo, on peut la voir, de la veuve Kevin. en grand deuil. Oui. On m'a raconté des choses sur cette veuve. Voilà, donc vous voyez, elle a son jupon, elle est triste, mais Madame Lassa, je viens dis-moi ça, mais encore répéter ça, pas certain. Et j'atterris 7 maris. Et en bas, 7 maris, j'atterris. Oui, Danick, oui, mission, ouais. Et en bas, grand comme nous est là, il can mettre un jupon rouge. Donc, noir comme le malheur, rouge comme le volcan. Je vous laisse deviner la suite. À suivre. Merci, José 13h44. Merci la petite Philippe Boujordan pour retrouver dans 15 jours. Et là, tout de suite, le générique de CSM. C'est parti pour Martine. Martine, bonjour. Générique là en panne. Générique là en panne. Ouais. Et au coin Le soleil levé le matin, à dans le ciel là. J'ai tous les oiseaux enguetés parce qu'ils ont content. Moi, quand m'était comme ma prière, la vérité. Martine, bonjour. Alors? Bonjour Danick, bonjour cher José, tu es toujours merveilleusement belle et j'adore tes racontages. C'est vraiment une chance inespérée que nous avons José avec nous. Ah non, mais ça c'est extraordinaire. Elle est acclamée par les Facebook. Oui, et j'en fais partie. C'est vraiment... Ah non, merci beaucoup. Bon et belle. Donc en tout cas, je te salue José, je salue Danick et puis toute l'équipe, Naïla. Voilà, c'est mon retour effectivement. Et je prie tout le monde, excusez-moi parce qu'en qu'est grigné, parce qu'on a oublié les lunettes là. J'ai oublié mes lunettes. Grigné, c'est pas bon. Donc, en qu'est fait mes yeux, en qu'est grigné. Oui. Non, c'est pour vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est mon retour. Je l'attendais avec impatience de retrouver tous les téléspectateurs, les auditeurs. Aussi. Mais bien évidemment, Danick, ça ne se dit même pas. C'est pour ça pour commencer. Non, mais Danick, pas dévoiler tout du fait en nous. Je suis très contente de te retrouver, Danick. Dois-je le redire encore? Et si l'occasion me le permettait, je serais venue te caresser le dessus du crâne. Mais bon, je ne peux pas le faire devant tout le monde. C'est comme ça. On ne peut pas le faire devant tout le monde. On ne va pas risquer. En tout cas, je suis ravie de retrouver tout ce petit monde après quelques semaines d'absence, mais j'étais présente grâce à la vidéo. Oui. Heureusement que ça existe maintenant. Et aujourd'hui, je suis là en chair et en os, comme on dit, en présentiel. Oui. En présentiel avec des nouvelles, bien sûr. Et comme chaque mercredi, un petit sommaire bref, mon éphéméride. Nous y allons tout de suite. Un éphéméride qui nous emmènera, bien sûr, à compter les jours. Alors, Gaï, ça a commencé à grigner Zietibouin. Oui. Donc, je suis désolée. C'est incroyable ce que je fais comme bêtise. En tout cas, donc, aujourd'hui, on va parler d'une petite revue de presse et nous allons aussi, donc, bien sûr, parler de musique, puisque ça sera ma personnalité du jour. Et nous sommes aujourd'hui le 324e jour de l'année. Il nous reste plus que 42 jours. 300 combien 300, ça a commencé, 324e jour. Ah d'accord. Ah, c'est ça. Bon, il nous reste plus que 42 jours avant le 31 décembre, moment où... C'est que bout à l'année là quand même. Bout à l'année là, mais pas seulement. Réveillon. Mais pas seulement. Oui. Madame Noël vient rendre visite. Ah ben ça c'est le 25, c'est qu'avant. Oui, mais justement, mais il y a la fin de l'année. Le 31, c'est le bain des marées. C'est le bain des marées, exactement. En tout cas, aujourd'hui, nous fêtons les Tanguy. Oui.
Si tu en as autour de toi, c'est le moment ou jamais de leur fêter cet anniversaire. De quoi je vais parler? Deux petites informations sur une revue culturelle. La première qui va intéresser un certain nombre de personnes qui sont dans le milieu artistique, la photo. Il se trouve que le ministère de la Culture ainsi que des personnes sensibles à cela ont décidé de créer un ouvrage encyclopédique sur 300 des plus grandes femmes photographes du monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, les femmes dans le milieu de la photo étaient très peu représentées, même si elles sont là, parce qu'on est quand même encore dans une société un peu macho. Merci de me le dire. Oui, et donc ce travail a été fait, un travail minutieux pour retrouver toutes ces femmes qui parfois sont haïtiennes, sont de la Dominique, sont de tous ces pays de la Caraïbe. C'est pour ça que je me suis intéressée aux propos. Et il se trouve qu'il y en a énormément de femmes donc, qui sont photographes et très peu connues alors qu'elles font un travail de fond qui est assez extraordinaire. Donc cette encyclopédie va sortir, ou est déjà sortie, avec donc une recherche approfondie sur ces femmes, comment le travail a été fait par les deux écrivains, enfin les deux auteurs qui ont travaillé sur ce projet. Bien sûr, tout le monde aurait voulu qu'on mette des femmes photographes qui sont déjà connues. Alors, il y en a beaucoup, mais le travail pour elles était important de faire reconnaître aussi de belles signatures photographiques qui ne sont pas reconnues ou très très peu, on va dire, mises sur le devant de la scène. Donc, elles ont essayé de partager ce travail entre celles qui étaient déjà bien représentées et celles qui ne l'étaient pas, et essayer aussi de représenter la planète, c'est-à-dire d'aller chercher des photographes dans des petits pays comme Haïti, effectivement, où il y a des perles qu'on méconnaît parce que c'est un pays un peu perdu. Donc c'est vraiment répartir à la fois la recherche géographique et la recherche qualitative, mais également dans cette recherche, rajouter également des femmes qui sont émergentes dans ce milieu de la photo. Donc cet ouvrage est sorti, je pense que je pourrais sur ma page Facebook vous en donner les références, mais normalement il y avait une photo qui présentait l'ouvrage. Voilà, oui. Il y a cet ouvrage, donc ce sont les histoires mondiales des femmes photographes, un ouvrage qui a été dirigé par Luce Lebar et Marie Robert. Donc il est publié aux éditions textuelles. Il coûte à peu près 69 €. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez offrir, c'est la période ou jamais. Mais si vous vous intéressez à la photo, c'est le moment d'aller regarder toutes ces femmes qui représentent la photo et de manière un petit peu différente de la vision que pourraient avoir ces messieurs. On voit les femmes ou bien les photos des femmes? Non, ce sont des femmes photographes, mais très souvent elles ont un regard sur les femmes photographiées qui est parfois beaucoup plus pertinent, on va dire, que ces messieurs. Oh là là. Yes. Yes. Deuxième sujet rapidement, on est toujours sur le livre, mais cette fois-ci avec une autre dimension. Je ne rappellerai jamais assez à quel point les libraires aujourd'hui sont mal en point avec ces confinements, ces difficultés également à exister depuis notre pandémie. Et donc là, le ministère, cette fois-ci, de la culture, mais également du commerce, ont décidé de faire un geste vers les libraires sur la France, enfin au niveau national, en leur permettant d'élargir leur capacité de faire des commandes comme les grands sites qui aujourd'hui sont un peu décriés, tels que Amazon, que je suis obligée de citer parce que c'est lui qui est vraiment pointé du doigt à chaque fois. Donc le ministère s'est penché sur cette problématique et a décidé de faire un petit geste en permettant donc aux libraires d'économiser les frais de port de tout ce qui est ouvrage qui pourrait être commandé par voie web. Et donc la Poste s'est également associée à ce projet en diminuant également les coûts de diffusion ou de distribution de ces ouvrages, donc pour permettre à tous les libraires de pouvoir devenir un peu concurrencer aujourd'hui tous ces grands sites qui existent. Donc si vous êtes un libraire, si vous avez des commandes qui sont faites par vos clients et qu'il faut les envoyer par la poste, qu'il faut les envoyer en tout cas par voie postale ou autre, sachez que le ministère, l'État a mis en place des aides pour vous permettre d'économiser et de réduire un petit peu les dépenses que vous devez engager pour pouvoir mettre en place tous vos systèmes de diffusion par la voie, par des sites internet. Ça c'était la deuxième, c'est une bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à vous connecter, vous aurez toutes les informations sur le site du ministère pour cela. Enfin, j'avais dit déjà je passe à un autre sujet qui est celui de la musique. Je vous ai présenté lors d'un précédent
si tu avais regardé, Danick, mon précédent reportage, je vous avais parlé de cet album qui vient de sortir. C'est Afro-Transcendance, c'est de Serge Alidor. Oui, il en a fait deux. Alors, il y a 3 albums qui sont sortis. Il y en a un autre qui s'appelle Alidorologie. Oui. C'est celui qui vient de sortir là, il y a peut-être un mois et demi. Et donc, Serge Alidor, je le suis depuis déjà de nombreuses années, son travail. Moi, c'est un Jimi Hendrix, notre héros caribéen, Jimi Hendrix. Il est né à Saint-Martin, guadeloupéen, donc, mais de Saint-Martin, où il a baigné jusqu'à ses 16 ans dans cette atmosphère. Il a créé son premier groupe musical, il avait 16 ans, donc avec des courants, bien sûr, à la fois de notre musique locale, mais également de toute la richesse des musiciens qu'il aimait à écouter. Et il est parti dans les années 86 en France pour aller travailler avec des groupes internationaux. Donc il a démultiplié le nombre de groupes avec lesquels il a travaillé, où il a créé donc un premier album qu'on a cité tout à l'heure. Il est passé au Festival Jazz de Pointe-à-Pitre dans les années 2006. Oui, c'est 2011. 2006, 2007, c'était le Créole Blues. Je ne sais pas si tu te souviens la différence qu'il y avait Terre de Blues et Créole Blues au Moule. Et je l'ai suivi sur ces 2 concerts et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai adoré la dextérité de ce musicien. Il tient sa guitare, il joue de cette guitare, il joue de cet instrument, mais c'est assez incroyable. J'avais mis un lien, si on peut écouter un tout petit bout de son dernier album. Je n'en dirai pas plus sur lui parce que vous allez pouvoir aller sur sa page Facebook. Il y a une réinterprétation du quadrille. Et il a une réinterprétation du gros cas également avec la musique locale qui est extraordinaire. Vraiment, découvrez Serge Alidor, qui est un enfant du pays et qui est connu à l'international. Voilà, on va, j'espère. Voilà. Enfin, en tout cas, ici, ça swingait pas mal, hein, Danick. On voit qu'à Soukritet et Karim et tout corps, n'est-ce pas, hein, il est très, très, très bon. Et vous voyez cette petite vidéo, ce clip donc, de promotion de son album, et aussi d'un nouveau genre, puisque c'est de la 3D, c'est de la... Voilà, donc c'est assez intéressant. Et en fait, le clip, dans sa durée, nous amène à visiter différents pays où il est allé rechercher des influences musicales et des participations sur son album. Donc on a le Grand Canyon aux États-Unis, mais on a aussi la Caraïbe, bien sûr. On a d'autres pays, puisqu'il a travaillé aussi en Russie, et qui sont interprétés dans ce clip très très fort musicalement. Il est où en ce moment, Lido? Il vient de quitter la Guadeloupe il y a 1 semaine ou 2. Il est actuellement à Paris, mais il doit revenir prochainement pour continuer la promotion de son album. Allez sur sa page Facebook, vous allez découvrir tout son travail et son dernier album, je vous le dis, donc Afro-Transcendance, ce n'est qu'un extrait que vous avez écouté là. Je terminerai, si j'en ai le temps. Oui, il te reste... 1 seconde. Il me reste 1 seconde. Très drôle, Danick. Très, très drôle. Je reviendrai sur le samedi 21 novembre où je voulais vous emmener à l'Archipel qui s'invite à l'auditorium avec Jérôme Cléry et d'autres artistes encore. Donc, c'est le 21 novembre. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et puis, là, tout de suite, en ce moment, à la Warak, qui reçoit énormément d'artistes et qui reçoit Pierre Chadru en ce moment. Donc, voilà, c'est l'artiste invité dans le café artistique de la Warak. Donc, c'est maintenant Café
café littéraire également qui se tiendra en même temps. Donc n'hésitez pas à y aller et puis je vous mettrai tout ça sur ma page Facebook, c'est promis. Et je reviens vous voir avec plus de temps la semaine prochaine, c'est dit. Merci Martine, je rappelle qu'à 18h à la DARS, il y a une manifestation sur la mort de 30e, je crois, anniversaire de la mort de... 35 ans. 35e anniversaire de la mort de Charles-Henri Salin et aussi la bataille de Vertières. C'est la première défaite des troupes napoléoniennes en Haïti. Ils étaient venus établir l'esclavage. Je me suis dit, haïtien, là, quand on dit en créole, ils ont troupe à Napoléon, belle calpiquette. Et donc, FKNG, le MIR, CIPN seront cet après-midi à la DARS. Ils vont inaugurer une fresque historique. Ça qui est belle, il y aura des Haïtiens, des Guadeloupéens, ensemble. Sinon, je rappelle qu'on a reçu Marie-Luce Panchard en début du journal. Elle est venue nous parler de son parcours depuis qu'elle n'est plus maire. Elle est aujourd'hui dans l'opposition. Ensuite, Lydia Alexandre depuis Haïti nous a parlé justement de cette bataille de Vertières. Il y a une manifestation en ce moment à Port-au-Prince. Fred D a présenté son dernier album, comme je lui dis, sans S. Il est admirable, il est bon, vraiment il est bon. Il a même osé présenter, faire une adaptation de Né quelque part de Maxime Le Forestier. Vraiment, l'album-là, il en a fait. Mélissa Adouane, elle est venue faire un appel pour une pièce qui va s'appeler Les 10 commandements. Si vous voulez être dans le casting, 0590 03 68 30. 0590 63 03 pardon, 68 30. Et aussi, nous avons reçu, comme tous les 15 jours, José. Mais c'est l'habitude, on a parlé de l'enterrement, puisque depuis quelques semaines, on parlait de la veillée, de tout ce qui entoure la mort des Guadeloupéens, son butin qu'il ne faut pas nous perdre. Et puis Martine, son CSM, en présentiel, pas en vidéo, en direct. Et en avant-première, je vous dis, cet ouvrage, La baleine aux yeux bleus, Henri Petit-Jean Rouget, sorti Potéi. On aura l'occasion de le recevoir et d'en parler. La réalisation a été assurée par Kevin. On vous remercie de votre attention et puis on se retrouve demain pour le ZCL du jeudi. À demain. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.